Ma femme levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais dans les soirées. Finalement, quelqu'un l'a remarqué, « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle a ri. Parce qu'il est ennuyeux. J'ai fini mon verre. Alors, je vais ennuyer quelqu'un d'autre, et je suis sorti. Elle m'a envoyé un texto, « Tout le monde demande où tu es parti. » J'ai répondu, « Dis-leur quelque part d'intéressant, loin de toi. » Je n'avais pas réalisé à quel point la situation s'était dégradée jusqu'à ce que quelqu'un finisse par lui poser la question. À ce moment-là, tout le monde à la soirée l'avait remarqué. Tout le monde sauf moi avait vu le schéma se répéter. La maison des Dubois était bondée ce soir-là. Leur réception annuelle d'automne, le genre d'événement qu'Isabelle adorait. Une élégante maison haussmannienne dans le quartier des Brotteaux. Le vin coulait à flot, les conversations bourdonnaient à travers 3 étages de pièces soigneusement décorées. J'avais assisté à suffisamment de ces soirées pour connaître mon rôle, être présent, sourire, hocher la tête, essayer de ne pas prendre trop de place. Mais ce soir-là semblait différent. Chaque fois que je parlais, Isabelle levait les yeux au ciel. Et pas de petits roulements d'yeux discrets, non, de grands gestes théâtraux qui mettaient les gens autour de nous mal à l'aise. Je mentionnais quelque chose que j'avais lu, elle soupirait et se détournait. Je contribuais à une conversation sur la nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon, elle consultait son téléphone. J'essayais d'engager la conversation avec ses collègues, elle se déplaçait physiquement pour mettre de la distance entre nous. Je me disais que j'imaginais tout, que j'étais trop sensible, que tout le monde a de mauvais jours. Puis Amandine Fournier, une des amies d'Isabelle de la salle de sport, a posé la question qui a tout changé. Nous étions dans le salon, un cercle d'environ 8 personnes. Je venais de finir de dire quelque chose à propos du documentaire que j'avais regardé, et Isabelle l'avait refait. Ce roulement des yeux. Ce geste de dédain qui me donnait l'impression de faire perdre son temps à tout le monde simplement en existant. Amandine l'a remarqué. Elle a penché la tête, sincèrement curieuse, et a demandé, « Isabelle, pourquoi fais-tu ça ?» Isabelle a pris une gorgée de son vin. Faire quoi? Lever les yeux au ciel chaque fois que Julien parle. Tu l'as fait au moins 5 fois ce soir. La conversation autour de nous ne s'est pas complètement arrêtée, mais elle s'est calmée. Les gens ont fait semblant de s'intéresser à leur verre ou à l'art sur les murs, mais tout le monde écoutait, attendait. Isabelle a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire embarrassé. Un rire à l'aise, désinvolte, comme si Amandine lui avait posé une question sur la météo. Parce qu'il est ennuyeux. 3 mots, dits comme s'ils étaient une évidence, comme si tout le monde le savait déjà et que nous étions tous simplement polis en ne le mentionnant pas. Certains de ses amis ont ri, de ce son inconfortable que les gens produisent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Quelques autres ont détourné le regard, soudainement fascinés par les meubles. Mais Isabelle, elle est restée là, complètement à l'aise avec ce qu'elle venait de dire. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste cette compréhension froide et lucide de ce qui venait de se passer. C'est ce qu'elle pensait de moi. Pas en privé, pas dans un moment de colère, juste comme un fait qu'elle était à l'aise de partager avec une pièce pleine de gens. Et à la manière dont ses amis ont réagi, ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. Ils avaient déjà entendu ça. Ils l'avaient entendu parler de son mari ennuyeux, et ils avaient hoché la tête, ou ri, ou peut-être même étaient-ils d'accord. Je suis resté là, mon verre à la main, et j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas ennuyeux. Je lisais constamment. Je suivais l'actualité. Je pouvais parler d'histoire, d'architecture, de livres, de films, de politique locale. J'avais des centres d'intérêt, des opinions et des pensées sur le monde. Mais pour elle, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour elle, j'étais juste ennuyeux. J'ai fini mon verre, j'ai posé le verre sur la table la plus proche et j'ai regardé Isabelle droit dans les yeux. Alors, je vais ennuyer quelqu'un d'autre. Je me suis dirigé vers la porte, sans courir, sans sortir en trombe, juste en partant. Derrière moi, la pièce a éclaté en murmures gênés. Quelqu'un a prononcé mon nom. Je ne me suis pas retourné. L'air d'octobre m'a frappé en sortant. Frais, pur, réel. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un moment, les mains sur le volant, à ne regarder rien en particulier. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Je n'allais pas rentrer à la maison. Pas tout de suite. J'ai conduit jusqu'au bistrot des Gones dans le Vieux-Lyon, un bar de quartier sur la rue Saint-Jean où personne ne me connaissait et où personne ne s'en souciait,
le genre d'endroit où l'on pouvait s'asseoir tranquillement avec une bière et réfléchir. Le barman m'a fait un signe de tête, m'a servi une pression et m'a laissé tranquille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai fini par le sortir. 5 textos d'Isabelle. Où es-tu parti? C'est embarrassant. Tout le monde demande où tu es parti. Peux-tu simplement revenir, Julien? Sérieusement. J'ai fixé ces messages. Tout le monde demande où tu es parti. Pas, je m'inquiète pour toi. Pas, nous devons parler. Juste préoccupé par ce que les gens pensaient. Par la scène que j'avais créée en ayant l'audace de partir après avoir été publiquement humilié par ma propre femme. J'ai tapé une réponse, dis-leur quelque part d'intéressant. Loin de toi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai commandé une autre bière. Le bar était à moitié plein. Un match de foot passait sur la télévision accroché dans le coin. 2 types se disputaient à propos d'une faute. Un couple était assis dans une banquette, partageant un panier de frites. Des gens normaux passant un samedi soir normal. Aucun d'entre eux ne pensait que j'étais ennuyeux. Aucun d'entre eux ne levait les yeux au ciel devant mon existence. Je suis resté assis là pendant 2 heures, sirotant ma bière et pensant à la dernière année de mon mariage. Quand cela avait-il commencé? Quand étais-je passé de son mari au type qu'elle tolérait devant ses amis? Quand mes contributions aux conversations étaient-elles devenues quelque chose à écarter plutôt qu'à encourager? J'ai pensé au dîner où elle me coupait la parole, au rassemblement où elle réorientait les conversations loin de tout ce qui m'intéressait, à la façon dont elle soupirait quand je commençais à raconter une histoire, comme si j'épuisais sa patience simplement en parlant. Je m'étais adapté, j'avais commencé à moins parler, à moins participer, à me faire plus petit dans les contextes sociaux. Je pensais que peut-être, si je trouvais le bon équilibre, la bonne façon d'être, elle me verrait différemment. Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? Elle me voyait déjà exactement comme elle voulait me voir, et aucun effort de ma part n'allait changer cela. Vers 23 heures, j'avais pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et réservé une chambre à l'hôtel Bellecour, un endroit pour dormir qui n'était pas notre appartement du quartier d'Enay, un endroit où je pouvais réfléchir sans que sa présence n'emplisse chaque recoin. Je lui ai envoyé un texto, je reste ailleurs ce soir. Nous parlerons demain. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a appelé 3 autres fois. J'ai éteint mon téléphone. La chambre d'hôtel était générique mais propre, un très grand lit, un bureau, une fenêtre donnant sur la ville. Je me suis allongé sur les couvertures, fixant le plafond, incapable de dormir. Mon esprit ne cessait de rejouer la soirée, pas seulement cette nuit, mais des mois de soirées, de fêtes, de dîners et de rassemblements où je m'étais senti de plus en plus comme un invité dans mon propre mariage. Le problème avec les schémas, c'est qu'on ne les voit pas quand on est dedans. On trouve des excuses. Elle est fatiguée. Elle est stressée. Elle a eu une longue semaine. Mais allongée là à 2 heures du matin, je ne pouvais plus l'ignorer. À chaque fête, chaque dîner, chaque rassemblement, elle était engagée, animée, pleinement présente avec tout le monde sauf moi. Avec moi, elle tolérait, gérait, attendait que je cesse d'exister si bruyamment. Depuis combien de temps est-ce que je m'excusais de prendre de la place? Je me suis finalement endormi vers 4 heures du matin et je me suis réveillé à 7 heures, la lumière du soleil traversant les rideaux de l'hôtel. Un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis tout m'est revenu. J'ai commandé le service en chambre, café et toast, et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en dessous de moi. Des gens se rendant au brunch du dimanche, des couples promenant leurs chiens. Tout le monde menant sa vie normale pendant que la mienne s'effondrait. Sauf que je n'avais pas l'impression qu'elle s'effondrait. J'avais l'impression de me réveiller. J'ai pensé à appeler mon frère, mais que lui aurais-je dit? Ma femme m'a traité d'ennuyeux devant tout le monde, alors je suis parti. Cela semblait mesquin dit comme ça, mais ce n'était pas mesquin. C'était une question de respect, d'avoir passé des années à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne l'étais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler de vieilles photos. Isabelle et moi à notre mariage, souriant, heureux, plein d'espoir. Isabelle et moi à des soirées, moi debout légèrement derrière elle, toujours à l'arrière-plan. Isabelle avec ses amis, animée et radieuse. Isabelle et moi au dîner, elle regardant son téléphone pendant que je regardais le menu. Quand étais-je devenu invisible pour elle? Au matin, quelque chose s'était solidifié en moi. Je n'étais plus en colère.
J'en avais juste fini. J'ai quitté l'hôtel vers 9 heures et j'ai conduit jusqu'au parc de la Tête d'Or. J'avais besoin de marcher, besoin de bouger. Le parc était calme en ce dimanche matin, juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens. Les feuilles d'automne crissaient sous mes pieds pendant que je marchais sur les sentiers, réfléchissant à tout ce que je devais faire. Nous louions l'appartement ensemble. Le bail était à nos deux noms et se terminait dans 3 mois. Je pouvais trouver mon propre logement facilement. Nos comptes bancaires étaient séparés, nous n'avions jamais complètement fusionné nos finances, ce qui avait semblé pratique à l'époque mais ressemblait maintenant à une préparation pour ce moment précis. Nous étions mariés depuis 2 ans, ensemble depuis 4. Pas d'enfants, pas de biens importants en commun, juste un bail, quelques meubles et un mariage qui était mort si silencieusement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que quelqu'un demande à ma femme pourquoi elle levait constamment les yeux au ciel en me regardant. À 10 heures du matin, j'étais devant notre appartement, clé en main. Sa voiture était garée en bas. Je suis entré aussi discrètement que possible, j'ai pris un sac dans le placard et j'ai commencé à emballer des vêtements, mon ordinateur portable, des documents importants, les choses dont j'aurais besoin pour les semaines à venir. Je pouvais l'entendre bouger à l'étage, la douche coulait. Sa routine matinale, la même que d'habitude. Comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu, comme si rien n'avait changé. J'avais presque fini de faire mes bagages quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, je reste ailleurs fort quelques jours. Nous devons parler, mais pas tout de suite. J'étais dans ma voiture avant qu'elle n'arrive en bas. Mon téléphone a sonné à 11 heures. J'ai répondu. Tu fais ça sérieusement? La voix d'Isabelle était tranchante. Pour une blague? Était-ce une blague? J'ai gardé une voix calme. Oh mon Dieu, tu es si sensible. J'étais pompette. Tout le monde riait. Tout le monde était mal à l'aise. Il y a une différence. Et alors? Tu vas bouder dans un hôtel? Je vais réfléchir à si je veux rester marié à quelqu'un qui me trouve ennuyeux. Silence alors. Je ne le pensais pas comme ça. Tu le pensais exactement comme ça. Tu le dis depuis des mois, n'est-ce pas? À tes amis? Peut-être à toi-même. La nuit dernière, c'était juste la première fois que je l'entendais. C'est ridicule. Rentre à la maison. Je viendrai chercher le reste de mes affaires cette semaine. Nous parlerons quand je serai prêt. Julien. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, je suis retourné à l'appartement 3 fois pendant qu'elle était au travail. Chaque fois, j'ai pris davantage de mes affaires, des livres, des vêtements, le tableau que mon frère m'avait offert et qui avait fini dans la chambre d'amis au lieu d'être exposé, la machine à café que j'avais achetée, ma moitié des ustensiles de cuisine. Elle envoyait des textos constamment, est-ce qu'on ne va vraiment pas en parler? C'est puéril. D'accord, peu importe. Peut-on s'il te plaît juste parler? J'ai répondu une seule fois, samedi, au café des tisseurs. 10 heures du matin. J'ai passé cette semaine à chercher un appartement. J'ai trouvé un 2 pièces sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier que j'avais toujours aimé, plus jeune, plus artistique, plein du genre de café et de librairie que j'appréciais vraiment. J'ai signé un bail, j'ai pris des dispositions pour que les factures soient à mon nom et j'ai mis en place des paiements automatiques pour ma moitié des factures de l'appartement jusqu'à la fin de notre bail. J'ai aussi appelé un avocat. Pas pour les papiers du divorce, pas encore. La loi française exigeait une séparation d'1 an avant de pouvoir demander le divorce de toute façon, mais je voulais connaître mes options, comprendre ce que je devrais faire pour que ce soit propre. L'avocat était pragmatique. Pas d'enfants, des biens partagés limités, tous 2 employés. Ce serait simple. Nous devrions séparer nos vies pendant 1 an, puis remplir les papiers. Simple, clinique, réglé. Le samedi venu, j'avais déjà déménagé la moitié de mes affaires dans le nouvel appartement. Je suis arrivé au café des tisseurs sur la Croix-Rousse 15 minutes en avance, j'ai choisi une table près de la fenêtre et j'ai commandé un café allongé. L'endroit était animé par la foule du week-end. La machine à expresso sifflait et fumait. Les gens parlaient, riaient et vaquaient à leurs occupations habituelles du samedi matin. Isabelle est arrivée avec 10 minutes de retard, l'air d'avoir fait un effort sur son apparence, cheveux coiffés, maquillage parfait, la version d'elle-même qu'elle montrait au monde. Elle s'est assise en face de moi. D'accord, tu as fait passer ton message.
Tu as été assez théâtral. On peut passer à autre chose? Ce n'est pas du théâtre. C'est moi qui décide que je mérite mieux. Mieux que quoi? J'ai fait une seule remarque. Tu as fait une seule remarque à voix haute que j'ai entendue par hasard. Combien de fois l'as-tu dit quand je n'étais pas là? Elle a détourné le regard. C'était une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café. Écoute, peut-être que tu as été stressé. Peut-être que tu as été irréfléchi. Mais partir pour ça. Ce n'est pas seulement la remarque. Ce sont les roulements d'yeux. C'est la façon dont tu me coupes la parole. C'est la façon dont tu réorientes les conversations loin de tout ce qui m'intéresse. C'est la façon dont tu as passé 2 ans à me faire sentir que j'étais un inconvénient que tu tolères. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que tu m'as écouté pour la dernière fois parler de quelque chose qui m'importe sans soupirer ou consulter ton téléphone? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis légèrement penché en avant. Je déménage. J'ai déjà trouvé un endroit. J'aurai tout sorti d'ici la fin du mois. Ses yeux se sont écarquillés. Tu pars? Vraiment, tu pars? Je ne suis pas ennuyeux, Isabelle. C'est juste toi qui me trouves ennuyeux. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer d'être assez intéressant pour ma propre femme. Julien, allons. On peut travailler là-dessus. On peut aller en thérapie. Je ne veux pas travailler là-dessus. Je ne veux pas aller en thérapie. Je veux être avec quelqu'un qui n'a pas à essayer de me respecter. Quelqu'un qui ne lève pas les yeux au ciel quand je parle. Quelqu'un qui veut vraiment entendre ce que j'ai à dire. Elle a tendu la main sur la table. J'ai retiré la mienne. C'est vraiment la fin, sa voix s'est légèrement brisée. Tu abandonnes, tout simplement. Je n'abandonne pas. Je choisis le respect de moi-même. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de 10 € sur la table pour mon café et je l'ai regardé une dernière fois. Prends soin de toi. Je suis sorti. Derrière moi, je l'ai entendu m'appeler par mon nom. Je ne me suis pas retourné. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai déménagé le reste de mes affaires. Isabelle a essayé plusieurs fois de me faire changer d'avis. Chaque conversation se déroulait de la même manière, elle commençait sur la défensive, puis passait à la négociation, puis à la colère, mais elle ne s'est jamais sincèrement excusée. Jamais elle n'a semblé comprendre que traiter son mari d'ennuyeux devant une pièce pleine de gens n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement arranger. La dernière fois que j'étais à l'appartement, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant charger les dernières boîtes dans ma voiture. « Alors c'est tout ?» a-t-elle demandé. « Tu abandonnes notre couple. » Je n'abandonne pas. Je choisis le respect de moi-même. Ce n'est pas juste. Être traité d'ennuyeux devant tous nos amis ne l'était pas non plus. J'ai fermé le coffre et j'ai regardé l'appartement une dernière fois. Il ne m'avait jamais vraiment semblé m'appartenir de toute façon, toujours décoré à son goût, toujours géré selon son emploi du temps. J'y avais été un invité, une présence tolérée. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Ce soir-là, j'ai finalement appelé mon frère, Thomas. Il vivait à Marseille, travaillait dans la finance et avait toujours été direct avec moi. Si quelqu'un devait me dire que je surréagissais, ce serait lui. Il a répondu à la 2e sonnerie. Salut l'étranger. Quoi de neuf? Isabelle et moi nous séparons. Silence. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, la fête, les roulements d'yeux, la remarque, mon départ, l'hôtel, la semaine de déménagement, la conversation au café. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Julien, a-t-il finalement dit, je dois te dire quelque chose, et tu ne vas probablement pas aimer. Quoi? Je n'ai jamais aimé la façon dont elle parlait de toi. Je me suis assis sur mon canapé. Que veux-tu dire? Aux réunions de famille, à votre mariage, chaque fois que tu n'étais pas dans la pièce, elle faisait ces petites remarques, comme si tu étais un projet sur lequel elle travaillait, comme si tu avais besoin d'être amélioré. Je pensais que c'était peut-être juste sa façon de parler, tu sais? Certaines personnes sont comme ça avec leur partenaire, mais ça m'a toujours dérangé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que tu avais l'air heureux. Et qui suis-je pour juger le mariage de quelqu'un d'autre? Mais mec, je ne suis pas surpris qu'elle ait dit ça à une fête. Je suis surpris qu'elle n'ait pas dit pire.
J'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Tu penses que je fais ce qu'il faut? Je pense que tu aurais dû le faire il y a un an. Nous avons parlé pendant une autre heure des relations, du respect et de la connaissance de sa propre valeur, de la façon dont parfois les personnes les plus proches de nous voient des choses que nous sommes trop proches pour remarquer. Au moment où nous avons raccroché, j'étais plus certain que jamais d'avoir fait le bon choix. L'appartement sur la Croix-Rousse était calme, vide, le mien. J'ai passé la première soirée à arranger les meubles, à accrocher des tableaux, à aménager mon espace comme je le voulais. Pas de compromis, pas de demande pour savoir si elle aimait l'endroit où j'avais mis la bibliothèque. Juste mes choix, mes préférences, ma vie. J'ai commandé une pizza dans un restaurant du coin et je l'ai mangée assis par terre parce que je n'avais pas encore de table à manger. J'ai mis la musique que j'aimais sans me soucier si elle était trop forte ou du mauvais genre. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit à lire parce que je le pouvais. Vers 1h du matin, je me suis tenu à la fenêtre de ma chambre, regardant le quartier. Les lampadaires projetaient de longues ombres. Quelques personnes passaient, rentrant des bars ou des restaurants. La ville semblait vivante d'une manière que notre appartement n'avait jamais été. J'ai réalisé que je souriais. Quand avais-je souri pour la dernière fois seul dans ma propre maison? Je ne pouvais pas m'en souvenir. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de prendre trop de place. Isabelle a envoyé quelques textos de plus au cours des semaines suivantes, je pense que tu fais une énorme erreur. Tu vas vraiment jeter notre mariage par la fenêtre. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Par l'intermédiaire de David et Mélanie, le couple d'amis que nous avions eu, j'ai eu quelques échos de la façon dont elle gérait les choses. Au début, elle disait aux gens que j'avais surréagi à une blague, que j'étais trop sensible, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Mais lentement, l'histoire a changé. Des gens avaient été à cette fête. Ils l'avaient vu lever les yeux au ciel. Ils l'avaient entendu me traiter d'ennuyeux. Amandine Fournier, l'amie qui avait posé la question, avait apparemment raconté à plusieurs personnes ce qui s'était passé. Le récit qu'Isabelle essayait de créer ne tenait pas la route. En décembre, Mélanie a mentionné qu'Isabelle avait des difficultés. L'appartement était cher à entretenir seul. Elle cherchait un colocataire ou envisageait de déménager dans un endroit moins cher. Les rassemblements sociaux qu'elle aimait tant étaient devenus gênants. Les gens ne savaient pas de quel côté se ranger, alors ils ne prenaient parti pour personne, ils ont simplement cessé de l'inviter. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Aucune vengeance, juste une reconnaissance silencieuse que les actions ont des conséquences. Un après-midi de fin janvier, j'ai failli la croiser. J'étais au Monoprix du quartier de la Confluence, faisant mes courses pour la semaine. J'ai tourné dans l'allée des fruits et légumes et je l'ai vue à l'autre bout, en train d'examiner des avocats. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour pour éviter la confrontation. Mais j'ai alors réalisé quelque chose, je n'avais pas besoin de l'éviter. Je n'avais pas peur d'elle. Je ne voulais simplement pas lui parler. J'ai continué mes courses, j'ai pris des tomates, de la laitue, quelques pommes, et j'ai parcouru méthodiquement ma liste. À un moment, elle a levé les yeux, m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête une fois, une reconnaissance polie, le genre que l'on ferait à un étranger, puis je suis passé à l'allée suivante. Elle n'a pas suivi, n'a pas essayé de me parler. J'ai fini mes courses, j'ai payé et je suis parti. Dans le parking, je suis resté assis dans ma voiture un instant. J'ai attendu de ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse, du regret, n'importe quoi. Rien n'est venu. Elle était devenue une étrangère, quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait compté. La chose la plus remarquable à propos de ce moment était à quel point il semblait anodin. J'ai aussi entendu dire qu'elle disait toujours aux gens qu'elle ne comprenait pas vraiment pourquoi j'étais parti, que nous avions eu des problèmes, bien sûr, mais rien qui n'aurait pu être arrangé, que j'avais juste abandonné sans vraiment essayer. David me l'a raconté autour d'un café un après-midi, nous étions restés en contact, l'une des rares amitiés qui ait survécu à la séparation. Elle a finalement dit qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire ça devant tout le monde, a-t-il mentionné. Pas qu'elle n'aurait pas dû le penser, juste qu'elle n'aurait pas dû le dire à voix haute. J'ai hoché la tête. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelques semaines après cette conversation, je me suis retrouvé de nouveau au bistrot des Gones. Non pas parce que j'étais triste ou en colère ou que j'avais besoin de réfléchir, juste parce que je voulais une bière et que j'aimais l'atmosphère. Le même barman travaillait. Il m'a reconnu, m'a fait un signe de tête et m'a servi ma bière habituelle sans demander.
Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu, a-t-il dit. J'ai été occupé. Bonnement ou malement occupé? Bonnement occupé. Il a souri. C'est la meilleure sorte. Je suis resté assis là pendant 1 heure à regarder le même match de foot que j'avais regardé la nuit où Isabelle m'avait traité d'ennuyeux. Mais cette fois, je n'analysais rien, je ne gérais pas mes émotions, je ne prenais pas de décision sur mon avenir. J'étais juste un type dans un bar un jeudi soir, buvant une bière, appréciant le match. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page, quand l'endroit qui avait été mon refuge est devenu simplement un endroit où j'aimais aller. Avant cela, cependant, il y a eu un jeudi soir qui a changé ma perception de moi-même. Le club de lecture se réunissait dans la salle communautaire de la bibliothèque municipale de Lyon, 12 personnes, de la vingtaine à la soixantaine. Nous discutions d'un roman sur le développement urbain et la gentrification. Je l'avais lu 2 fois, pris des notes, avait des idées que je voulais partager. L'ancien moi se serait retenu, aurait attendu le moment parfait, se serait inquiété de prendre trop de temps ou de dire quelque chose que les gens pourraient trouver ennuyeux. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris la parole tôt, j'ai parlé de l'utilisation de l'architecture comme métaphore par l'auteur, de la façon dont la transformation physique des quartiers reflétait la transformation émotionnelle des personnages. J'étais passionné par le sujet et j'ai parlé pendant peut-être 3 minutes. Quand j'ai eu fini, une femme nommée Claire en face de moi s'est penchée en avant. « C'est brillant », a-t-elle dit. Je n'avais même pas remarqué ce schéma, mais vous avez absolument raison. Les bâtiments sont des personnages à part entière. D'autres sont intervenus, exprimant leur accord ou leur désaccord de manière réfléchie, s'appuyant sur mon observation, posant des questions de suivi. Nous avons passé 20 minutes sur ce seul fil de discussion, plongeant profondément dans le texte, nous stimulant les uns les autres, apprenant les uns des autres. Personne n'a levé les yeux au ciel. Personne n'a soupiré. Personne n'a consulté son téléphone pendant que je parlais. À la fin de la réunion, 3 personnes différentes m'ont remercié pour mes idées. Claire m'a demandé si je voulais prendre un café avant la prochaine réunion pour discuter du nouveau livre que nous allions lire. Je suis retourné à ma voiture en me sentant pousser des ailes. C'est à ça que devait ressembler une conversation. C'est à ça que ressemblait le respect. 3 mois après avoir quitté cette fête, j'étais assis dans mon café préféré un dimanche matin. C'était un petit endroit sur la Croix-Rousse, tenu par des locaux, le genre d'endroit où les baristas connaissaient ma commande. J'avais le journal étalé devant moi et un livre sur la chaise à côté de moi. Ma vie avait changé. J'ai rejoint un club de lecture par l'intermédiaire de la bibliothèque locale. Les gens là-bas s'engageaient vraiment dans ce que je disais. Ils posaient des questions de suivi. Ils n'étaient pas toujours d'accord, bien sûr, mais de manière réfléchie, avec respect. J'avais commencé à faire de la randonnée le week-end avec un groupe que j'avais trouvé en ligne, des gens bien qui partageaient mon intérêt pour le plein air. La première randonnée à laquelle j'ai participé était dans le parc du Pilat. Je suis arrivé en avance, nerveux à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de savoir si je m'intégrerais, si je serais ennuyeux ici aussi. Un type nommé Marc s'est présenté le premier, puis Juliette, puis tout un groupe de personnes dont j'essayais de me souvenir des noms. Nous nous sommes mis en route sur le sentier et, en quelques minutes, j'étais en pleine conversation avec Marc sur les meilleurs sentiers de la région, avec Juliette sur un livre que nous avions tous les deux lu, avec une autre femme sur l'histoire du parc lui-même. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés à un point de vue sur la vallée. J'ai mentionné quelque chose sur les formations géologiques, comment la vallée avait été creusée au fil des milliers d'années. J'ai réalisé que je parlais beaucoup et j'ai commencé à m'interrompre. « Ne t'arrête pas », a dit Juliette. « C'est fascinant. Comment sais-tu tout ça ? Je lis beaucoup, c'est tout. » Eh bien, continue de lire, a dit Marc. Et continue de partager. C'est bien mieux que mes randonnées habituelles où l'on se plaint du travail tout le temps. Tout le monde a ri, y compris moi. Nous avons marché pendant 3 heures ce jour-là. À la fin, 5 personnes m'ont demandé quand je viendrais à la prochaine randonnée. 2 personnes ont échangé leur numéro avec moi pour m'envoyer des recommandations de sentiers. Je suis rentré chez moi fatigué, boueux et plus heureux que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue, des amis qui appréciaient ma compagnie, qui riaient de mes blagues, qui me demandaient mon avis sur les choses et voulaient vraiment entendre la réponse. Mon ami Théo était l'un d'eux. Nous nous étions connus à la fac, mais nous nous étions perdus de vue au fil des ans. Quand je l'ai recontacté après la séparation, nous avons repris comme si le temps ne s'était pas écoulé. Un soir,
il m'a appelé à propos d'un problème qu'il avait au travail, une présentation qu'il devait faire. Il était nerveux, ne savait pas si ses idées étaient assez bonnes et se remettait constamment en question. J'ai écouté. Puis j'ai dit, tes idées sont solides. Tu as juste peur de prendre de la place dans cette salle. Silence. Puis, comment le savais-tu? Parce que j'ai passé 2 ans à m'excuser d'exister. Crois-moi, je sais à quoi ça ressemble. Nous avons parlé pendant 1 heure de confiance, de respect et de la connaissance de sa propre valeur. De la façon dont les bonnes personnes voudront entendre ce que vous avez à dire. De la façon dont, si quelqu'un vous fait sentir que vous êtes trop, vous êtes probablement avec la mauvaise personne. À la fin de l'appel, il a dit, « Je suis content que tu sois de nouveau mon ami. J'avais oublié à quel point tu étais doué pour ces choses-là. » Cela signifiait plus pour moi qu'il ne le pensait probablement. J'avais même commencé à avoir des rendez-vous galants occasionnels. Rien de sérieux pour l'instant, juste des cafés et des promenades sur les quais, des conversations avec des gens qui semblaient intéressés à apprendre à me connaître. C'était étrange au début, d'être apprécié au lieu d'être toléré. Mais je m'y habituais. Un rendez-vous en particulier s'est démarqué. Elle s'appelait Camille. Nous nous étions rencontrés sur une application et avions convenu de nous retrouver pour un café dans le Vieux-Lyon. J'étais nerveux, comme on l'est quand on n'a pas eu de rendez-vous depuis des années. Elle m'a demandé ce que je faisais pour m'amuser. Je lui ai parlé du club de lecture, du groupe de randonnée, de mon intérêt pour l'histoire locale et l'architecture. J'ai parlé d'une visite à pied des quartiers historiques de Lyon que j'avais faite, du documentaire que j'avais regardé sur l'urbanisme. Je me suis surpris à divaguer et je me suis arrêté. Désolé, je parle trop. Elle a paru confuse. Pourquoi es-tu désolé? C'est intéressant. Dis-m'en plus sur la visite architecturale. Alors, je l'ai fait. Et elle a écouté, posé des questions, partagé ses propres centres d'intérêt. Nous avons parlé pendant 2 heures. Quand nous sommes finalement partis, elle a dit, « J'aimerais beaucoup te revoir. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai réalisé quelque chose. Je m'étais excusé de parler, d'être enthousiaste à propos de choses qui me tenaient à cœur, de prendre de la place dans une conversation. C'était la voix d'Isabelle dans ma tête, pas la mienne. J'avais fini de l'écouter. Une femme à la table voisine m'a posé une question sur le livre que j'avais avec moi, une histoire de l'architecture lyonnaise. Nous avons fini par parler pendant 20 minutes de la préservation historique, des quartiers que nous aimions, de nos bâtiments préférés dans la ville. Elle était engagée, souriante, réellement intéressée. Nous avons échangé nos numéros. En rentrant à mon appartement après, j'ai pensé à cette nuit chez les Dubois, au fait d'être resté dans cette pièce pendant que ma femme disait à tout le monde que j'étais ennuyeux. À la clarté froide qui m'avait frappé à ce moment-là. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé des années à me faire plus petit, plus silencieux, moins, essayant de trouver la bonne façon d'être pour qu'elle me voie différemment. Mais le problème n'avait jamais été moi. Certaines personnes pensent que pour tourner la page, il faut des excuses, un moment où l'autre personne comprend enfin ce qu'elle a fait de mal. Mais j'ai appris cette nuit-là, en finissant mon verre et en sortant, que parfois, tourner la page, c'est simplement connaître sa propre valeur et refuser de se contenter de moins. Isabelle n'a jamais compris qu'elle ne me trouvait pas ennuyeux parce que j'étais ennuyeux, elle me trouvait ennuyeux parce qu'elle avait cessé de me respecter. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment respecté du tout. Et une fois que j'ai vu cela clairement, la décision était simple. Je n'avais pas besoin qu'elle voie ma valeur. J'avais juste besoin de la voir moi-même. Le reste s'est réglé de lui-même. Maintenant, les dimanches matins, je me réveille sans angoisse. Je lis mon journal dans mon café préféré. Je parle à des gens qui veulent vraiment entendre ce que j'ai à dire. Je vis dans un espace qui est le mien, rempli de choses que j'ai choisies, organisé comme je l'aime. Le silence n'est pas solitaire. Il est confortable. Je ne suis plus en colère, plus blessé. Je ne me demande plus ce que j'aurais pu faire différemment. Je suis simplement reconnaissant. Reconnaissant envers Amandine Fournier d'avoir posé cette question. Reconnaissant pour la clarté qui est venue d'entendre la vérité dite à voix haute. Reconnaissant d'avoir eu assez de respect pour moi-même pour m'éloigner de quelqu'un qui ne pouvait pas voir ce qu'elle avait. J'ai entendu récemment qu'Isabelle a déménagé dans un appartement plus petit avec un colocataire, qu'elle continue d'aller à des fêtes et des événements sociaux, qu'elle dit toujours aux gens que je ne pouvais pas supporter son sens de l'humour, toujours convaincue que le problème venait de moi. J'espère qu'elle est heureuse.
Je le pense sincèrement. Mais surtout, je ne pense tout simplement plus à elle parce que je suis trop occupé à vivre une vie où je ne suis pas ennuyeux. Où je suis apprécié. Où je prends exactement autant de place que je mérite d'en prendre. Où lever les yeux au ciel devant la contribution de quelqu'un à une conversation serait considéré comme impoli, pas drôle. Il s'avère que je ne suis pas du tout ennuyeux. J'étais juste ennuyeux pour la mauvaise personne. Et m'éloigner de quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma valeur a été la décision la plus intéressante que j'ai jamais prise.